Donc, je vous remercie beaucoup, Dr. Marcotte, de m'avoir donné l'occasion de présenter une synthèse de mes activités de recherche sur la scoliose. Mais surtout, j'apprécie beaucoup le fait d'être ici aujourd'hui et de pouvoir échanger avec vous pour mieux comprendre ce qui se passe chez les scoliotiques avant le port du corset. Donc, j'ai bien dit échanger, même si je suis le conférencier invité, j'espère que nous allons avoir beaucoup de discussions. Et c'est là que vous allez avoir l'avantage parce que vous êtes des cliniciens ou des futurs cliniciens, alors que moi, je suis un simple chercheur. Donc, la recherche sur la scoliose est très, très variée et se calque beaucoup sur les aspects étiologiques de la scoliose. En particulier, nous allons parler de la scoliose idiopathique de l'adolescence et je vais revenir à ce sujet-là dans quelques instants. Donc, dans un article de synthèse, Wang, en 2011, énonce les aspects étiologiques de la scoliose idiopathique et en nomme plusieurs, entre autres tout ce qui se fait en génétique moléculaire, par exemple la recherche pour identifier le ou les chromosomes qui seraient associés à l'évolution de la scoliose, ou encore les recherches qui se font dans le domaine des hormonales, donc que l'on parle de la mélatonine, des fois on parle des protéines. C'est des centres d'activité qui sont très avancés dans le but de déterminer les causes de la scoliose. On peut parler aussi des causes neurologiques qui pourraient être associées. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Ce ne sera pas le thème principal de ma présentation. Ce qui va retenir ma présentation, c'est les aspects, si vous voulez, orthopédiques ou biomécaniques. Or, ici, c'est très important d'identifier que les aspects biomécaniques, orthopédiques, si vous voulez, de la scoliose, c'est un peu l'enfant pauvre de la recherche sur la scoliose. On est beaucoup plus intéressé à identifier les causes directes de la scoliose que de faire de la recherche sur un traitement. Bien entendu, le traitement ne permettra pas d'identifier la cause de la scoliose. Donc, c'est important de comprendre cet aspect-là qui nous touche tous. Oui, il y a des activités, mais elles sont très limitées par rapport aux autres activités de recherche. Donc, comme on est intéressé à caractériser les formes de la courbure scoliotique, l'outil de prédilection, c'est la radiographie. Et pendant plusieurs années, bien, on étudiait la colonne vertébrale ou sa déformation à l'aide de rayons X qu'on connaît depuis une centaine d'années. Et c'est pour ça que beaucoup de recherches en orthopédie reposent sur une analyse bidimensionnelle ou une analyse planaire parce que l'outil qu'on utilisait nous donnait une image de la représentation de la scoliose. Donc, je vais débuter cet exposé-là par une très bref revue, si vous voulez, de la recherche sur la scoliose pour focaliser sur qu'est-ce qui nous intéresse en particulier. Dans les années 80, on a voulu mettre un peu d'ordre dans les types de scoliose et donc on a eu la classification de King qui nous permettait de classer la scoliose en différentes courbures. Donc, des grandes courbures thoraciques, des courbures doubles et ainsi de suite. Dans le but principal d'aider le chirurgien orthopédiste à améliorer le traitement et aussi l'issue de la chirurgie. Donc, la recherche que l'on faisait dans ces années-là, c'était axé vers le chirurgien orthopédiste. Et on peut comprendre les raisons pour lesquelles cette recherche-là se faisait dans cette action-là. C'est dans le but que le chirurgien puisse avoir et fournir un meilleur traitement quand lui opère. Quelques années plus tard, donc une quinzaine d'années plus tard, on a continué cette classification des scolioses avec la méthode de Lenke et on a un petit peu complexifié dans un certain sens, mais en même temps, on cherchait à établir des bases pour avoir une meilleure approche chirurgicale et une meilleure issue à la chirurgie. Donc encore, c'est des recherches qui sont orientées pour le chirurgien orthopédiste. Aujourd'hui, on a accès à des techniques qui nous permettent de reproduire la représentation ou de faire des représentations de la colonne vertébrale en 3 dimensions. Ici, vous avez un système EOS qui permet de prendre 2 radiographies simultanées et en émettant des radiations très faibles. Et de cette façon-là, on peut obtenir des radiographies dans le plan sagittal ou encore postéro-antérieur. Et en numérisant
chacune des radiographies au niveau des vertèbres, et dans ce cas ici du bassin, on peut obtenir une représentation tridimensionnelle. Encore une fois, la majorité de cette recherche-là est orientée dans le but d'aider le chirurgien à développer des outils chirurgicaux, à l'instrumentation chirurgicale, ou encore à améliorer son geste technique. Il y a eu quand même des développements au niveau de l'utilisation du corset. Vous en avez probablement déjà entendu parler dans le passé. On a un corset rigide ici qui a été inventé par John Hall dans les années 70. Donc, c'est une coquille relativement semi-rigide. On dit que c'est rigide comparé à des orthèses souples qu'on va voir dans un instant. Mais le but était de contenir la déformation de la colonne vertébrale et l'empêcher de progresser. Plusieurs années après, on est arrivé avec des corsets souples en utilisant des techniques de biomécanique et une meilleure compréhension de l'évolution de la scoliose. Et donc, vous avez certainement entendu parler du Dr. Coyard avec le corset SpineCore ou encore un développement probablement des Pays-Bas qui s'appelle TRIA-C. Le concept est d'utiliser un corset souple pour que le patient puisse profiter des développements technologiques dans le but de donner un corset qui serait plus adapté et mieux accepté par le patient. Donc, le traitement par corset, qu'est-ce qu'on veut faire? Quels sont les objectifs? L'objectif, c'est, comme je vous disais, c'est d'essayer de corriger la déformation qui est présente, car quand un corset est prescrit, la déviation est importante. Ensuite, on va essayer de contrôler la progression de cette scoliose-là au moyen du corset. Donc, l'objectif d'un corset, c'est axé vers la déviation de la colonne vertébrale. Et donc, depuis le début de ma présentation, je vous parle de la recherche en biomécanique sur la scoliose, et le point focal, bien entendu, c'est ce qu'on a tous observé, la déviation de la colonne vertébrale. Et donc, ça, c'est un point important par rapport à ma présentation, car l'idée, c'est qu'on est trop focalisé sur la colonne vertébrale et on exclut beaucoup d'à côté. Il y a eu aussi des développements au niveau de la chirurgie. Donc, par exemple, ici, vous avez une patiente qui a une scoliose, la radiographie de cette patiente-là, auquel a été opérée, et donc vous pouvez voir les traces de la chirurgie. Et puis, vous voyez probablement ces deux tiges Harrington, donc ce n'est pas des diapositives qui sont très fréquentes, je vais en parler dans un instant. Et donc, on a eu des développements avec le port de corset, mais on en a aussi au niveau chirurgical. Donc, dans les années 50, Harrington a développé une technique pour essayer de contenir la déviation de la colonne vertébrale quand l'utilisation du corset était inefficace, donc pour des déviations de la colonne vertébrale qui étaient très prononcées. Et donc, on voit cette tige ici, qui était fixée en haut et en bas de la courbure scoliotique, et c'est ce qu'on appelait la tige Harrington. Avec le temps, on a réalisé que deux tiges étaient meilleures qu'une, donc on utilisait une double instrumentation Harrington. Par après, un orthopédiste mexicain qui était assis sur sa véranda et qui voyait son jardinier traiter des arbres malades, a dit « Mais pourquoi on ne fait pas la même chose avec la colonne vertébrale? » Et donc, il a utilisé une tige comme celle-ci et a mis du fil autour des vertèbres, un peu comme on fait pour corriger un arbre qui pousse d'une façon qui n'est pas rectiligne. Donc, on utilisait ces techniques-là, et cette technique-là s'appelait le Lukey, ou l'instrumentation de Lukey. Par après, dans les années 80, une révolution au niveau du traitement de la scoliose par chirurgie, l'utilisation de l'instrumentation Cottrell du Bousset, qui est encore utilisée aujourd'hui et qui a évolué avec Lenke, c'est le même qui a développé une méthode de classification des scolioses. Donc, évolution, encore une fois, la recherche est axée vers le traitement de la déviation de la colonne vertébrale pour les chirurgiens. Mais la question est, c'est bien, il faut encourager ce genre de recherche-là et surtout, il ne faut pas l'arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe au juste avant le corset, qui est un des premiers traitements avant la chirurgie? Qu'est-ce qui se passe au juste? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer de ceci? Et comment ça peut nous aider en termes de traitement éventuel ou même, ça peut avoir des répercussions au niveau du développement de corsets ou encore d'instrumentation chirurgicale. On connaît très, très peu de choses.
connaissant ces moyens-là, on sera en mesure de faire des adaptations, ou encore, je vous parlais de corset, je vous parlais de chirurgie, mais on peut aussi penser à des méthodes préventives. Donc, vous allez m'excuser un petit peu, j'ai mis quelques diapositives humoristiques pour parler un petit peu des différentes professions. Donc, ce n'est peut-être pas tout à fait juste. Donc, ce que je propose, c'est qu'il y a un dialogue qui se fait entre professionnels. Parce que la scoliose et le traitement de la scoliose, pour moi, ce n'est pas uniquement une histoire de corset ou de chirurgie. Donc, on doit faire intervenir les différents spécialistes, les chiropraticiens, on peut parler des biomécaniciens, on peut parler aussi des chirurgiens orthopédistes et aussi les personnes en sciences neurologiques. On a vu, on a rapporté des déficiences au niveau neurologique chez les scoliotiques, chez les jeunes filles qui ont une scoliose idiopathique de l'adolescence. Donc, tout ça implique des spécialités, mais reflète aussi des préoccupations par rapport à la maladie elle-même. Et bien entendu, il ne faut pas oublier les orthésistes, surtout si on veut développer des corsets plus efficaces, ou encore des traitements par physiothérapie. Donc, deuxième aspect aussi qui rend la recherche difficile sur la scoliose, c'est que la scoliose semble être un terme générique, où on met tout dans le même panier. Et donc, quand vous faites une revue de la littérature, vous allez voir que pour certains, la scoliose n'est pas un problème parce qu'ils ont un taux de succès, donc d'empêcher la progression de la déviation de la colonne vertébrale, par 75 par 80 par 90 Où j'ai beaucoup de difficultés, c'est avec mes collègues européens. Ils ont de la difficulté à comprendre qu'il y a différents types de scoliose. Et comme il y a différents types de scoliose, bien, on va avoir des pronostics qui vont être différents. Et bien entendu, si on englobe plusieurs types de scoliose, surtout des scolioses qui peuvent facilement être corrigées, avec des scolioses qui peuvent être difficilement corrigées, eh bien, à ce moment-là, on peut avoir des bons résultats. Donc, il ne faut pas confondre la scoliose idiopathique de l'adolescence avec la scoliose infantile. Et, si je me souviens bien, avec la scoliose infantile, on peut avoir un très bon succès, un très bon prognostic lorsqu'il y a une scoliose. C'est à peu près la même chose qu'on peut avoir chez une scoliose juvénile. Donc, une scoliose juvénile, c'est pour les enfants de 3 à 7 ans. Et, bien entendu, il y a un autre domaine complètement différent qui n'a rien à voir avec ceci, chez la scoliose chez l'adulte. Donc, si vous avez l'occasion de lire des articles sur la scoliose, c'est hyper important que vous preniez connaissance des populations qui ont été étudiées. Et là encore, non seulement qu'on a tendance à regrouper différents types de scoliose, et là, je n'ai même pas parlé des scolioses neuromusculaires qui pourraient être intégrées dans ce créneau-là, mais aussi le fait que quand on fait des études sur la scoliose chez les patients scoliotiques, c'est qu'on va regrouper des jeunes filles qui ont 15, 20 degrés de déviation de la colonne vertébrale, ou encore des jeunes filles qui en ont 35, 45 et 55 degrés. On va regrouper dans une même population d'études des patientes qui n'ont pas de traitement, qui sont sous observation, avec celles qui sont traitées par corset, et encore même des patientes qui ont eu une chirurgie. Donc, il faut faire bien attention au type de scoliose et aussi quelle est la gravité de la scoliose chez la population étudiée. Et bien entendu, j'ai oublié de mentionner la scoliose posturale, que vous connaissez probablement. Donc, vous regardez ici, vous avez un jeune enfant qui a une déviation de la colonne vertébrale, mais quand vous regardez au niveau des membres inférieurs, il y a une inégalité. Et donc, par conséquent, on pourrait corriger cette scoliose-là, qui est une résultante d'un problème soit au niveau des pieds, soit au niveau des jambes, soit au niveau du bassin, et qui, en fait, cette scoliose-là pourrait disparaître. Et donc, si on inclut des scolioses juvéniles avec des scolioses posturales, avec des scolioses idiopathiques, eh bien, on a des résultats qui vont être complètement différents que si on s'attarde à une population qui est plus ciblée. Donc, la scoliose idiopathique de l'adolescence, bien, le nom le dit, scoliose, donc déformation de la colonne vertébrale,
idiopathique parce que c'est une pathologie dont on ne connaît pas l'origine. Tout à l'heure, je vous ai présenté différents aspects étiologiques, donc on ne connaît pas la source de la maladie. Et de l'adolescence, parce que ça touche des adolescents. Donc, pas des enfants, pas des nouveau-nés, pas des jeunes enfants, ni des adultes, mais des adolescents et des adolescentes. À ce jour, à ma connaissance, on a 2 théories qui pourraient expliquer l'évolution de la scoliose. La première, qui est par Catherine Goldberg, une Irlandaise, pense que ce qu'on observe chez les scoliotiques, déviation de la colonne vertébrale, déformation de la cage thoracique et tous les autres problèmes associés, proviennent d'une pathologie au niveau du développement ou du codage du génome. Et donc, par conséquent, ce défaut-là pourrait entraîner toutes les observations qu'on peut avoir, donc déviation de la colonne vertébrale, problème d'équilibre, problème de nystagmus et ainsi de suite. Un peu auparavant, Burwell a établi un autre concept de la scoliose, de l'évolution de la scoliose. C'est le principe de Nottingham, donc il a donné le nom de ce concept-là à la ville où il travaille. Et en quoi ça consiste? C'est qu'on associe la scoliose à un problème neurologique. Maintenant, est-ce que ce problème neurologique-là sera associé avec l'aspect développemental de Catherine Goldberg, c'est-à-dire que ça vient d'un gène qui est perturbé et qui entraînerait une déficience au niveau neurologique, et après, on verrait tous les signes associés à la scoliose. Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Mais selon Burwell, on aurait un problème au niveau du système nerveux central qui entraînerait un déséquilibre neuromusculaire et donc, par conséquent, une évolution au niveau de la déformation scoliotique. Il va plus loin en mentionnant que tout ceci serait relié au niveau du bassin et des membres inférieurs. Et tout cela initierait la scoliose. Donc, ce concept-là, on l'appelle le concept de dinner plate et flagpole. Donc, dinner plate, qu'est-ce qu'on entend par le dinner plate? C'est un petit peu comme une assiette. Donc, le bassin serait l'équivalent de cette assiette-là. Et sur l'assiette, on aurait une tige. Et quand l'assiette bouge, bien, la tige qui sera en équilibre bougerait également. Donc, le bassin formerait l'assiette et la colonne vertébrale, si vous voulez, le haut-banc, si vous voulez, qui se tient sur l'assiette. Donc, on aurait des mécanismes perturbés qui se produiraient dus à un défaut neurologique au niveau du bassin. On parle aussi d'antéversion du fémur, antéversion fémorale, qui pourrait créer un déséquilibre au niveau du bassin. Et ce déséquilibre-là serait transmis au niveau de la colonne vertébrale, qui serait, si vous voulez, le poteau du drapeau, le flagpole. Et ceci, bien, ce déséquilibre-là passerait par la colonne vertébrale et il y aurait des rotations compensatoires au niveau de la cage thoracique. En d'autres mots, ce que Burwell nous dit, c'est qu'il y aurait un défaut dans le système nerveux central qui entraînerait des perturbations au niveau de la colonne vertébrale, au niveau musculaire, et ceci serait aggravé par des mécanismes au niveau du bassin. Donc, il n'y a pas précisé quel mécanisme dont on parle. Et ce mécanisme-là créait une perturbation au niveau de la colonne vertébrale. Et ce joint entre le bassin et la colonne vertébrale serait perturbé et qui entraînerait l'art d'activité comme la locomotion. Ça pourrait s'aggraver. Donc, où on va en venir encore ici, c'est qu'on parle de la colonne vertébrale. Cette fois-ci, on a été un petit peu plus loin. On a introduit la notion du bassin et que le bassin pourrait être impliqué au niveau de la formation de la colonne, au niveau de la formation de la scoliose. Et que ceci sera aggravé par un mécanisme perturbé entre la colonne et le bassin. Mais encore une fois, on focalise sur la colonne vertébrale. Mais si on regarde les études qui ont été faites sur la scoliose et les scoliotiques, et là encore, là j'englobe
en grande partie la scoliose idiopathique de l'adolescence, mais toutes ces études-là, souvent, comprennent plusieurs types de scoliose. Donc, il faut quand même faire attention aux conclusions que l'on peut tirer. Donc, il y a eu des études au niveau de la posture. Donc, Saul Strand, qui est un pionnier, qui était un des premiers à dire, bien, il y a quelque chose au niveau postural qui se produit. C'est bien beau de regarder la déviation de la colonne vertébrale, mais il y a autre chose aussi. Il y a la posture qui va être aussi perturbée. Au niveau morphologique, vous avez Richard Leblanc, qui a travaillé avec le Dr Rivard et le Dr Coyard, qui a fait des études sur le morphotype des jeunes filles scoliotiques. Pourquoi? Bien, cliniquement, on semblait dire que les jeunes filles, les jeunes adolescentes, qui étaient relativement grandes, élancées, étaient plus sujettes à développer des scolioses. Et donc, par conséquent, peut-être que l'évolution de la scoliose pourrait être associée, ou le rythme de progression pourrait être associé à la morphologie de la patiente. Encore, Saul Strand a étudié la posture, mais il y a eu plusieurs études sur l'équilibre. Et donc, on sait chez les scoliotiques que l'équilibre est perturbé. Juste à titre indicatif, on a fait des études dont je vais vous rapporter dans quelques instants. Chez l'équilibre de jeunes filles scoliotiques, on les faisait tenir debout pendant près d'1 minute, en position immobile, sur une plateforme de force pour mesurer les paramètres d'équilibre, et on faisait les expériences à yeux ouverts et yeux fermés. Dans plusieurs cas, donc ce n'est pas titre anecdotique, mais c'est arrivé plusieurs fois, lorsque les patientes se tiennent debout sans bouger, les yeux fermés, avaient tendance de perdre l'équilibre. Donc, on sait qu'il y a des problèmes de gestion de l'équilibre chez les scoliotiques. Saul Strand était un des premiers à le mentionner. Par contre, dans les études qui ont été faites sur l'évolution de la scoliose et la qualité de l'équilibre, on a des études contradictoires. Selon certaines études, avec la progression de la scoliose, donc chez les scoliotiques plus sévères, l'équilibre semble être rétabli, alors que d'autres études vont rapporter l'opposé. Encore une fois, ça peut refléter la nature des types de scoliose dans les études. On peut parler de proprioception. Donc, il y a des projets qu'on a effectués avec Martin Simoneau de l'Université Laval, où on a regardé ce qui se passait au niveau de la gestion de l'équilibre en fonction des perturbations proprioceptives. Donc, un des premiers à le faire, c'était Barak. Je ne rentrerai pas dans cet aspect-là, mais il y a un volet très intéressant de la scoliose qui a rapport au contrôle de l'équilibre lui-même. Donc, c'est pourquoi la scoliose est un sujet biomécanique très intéressant, parce qu'on a à la fois une déformation physique qui est la scoliose, et aussi un aspect de gestion de l'équilibre et de la proprioception qui relève des sciences neurologiques. Et en fait, on peut retrouver les deux. Donc, posture, morphologie, équilibre, proprioception, mais il y a encore d'autres types de nature différentes, car ceci, grosso modo, sauf pour peut-être les perturbations qu'on peut faire au niveau de la proprioception, ce sont des études où la patiente ne bouge pas. Donc, en 2008, donc, des collaborateurs de l'Université de Marseille ont travaillé avec nous pour étudier les perturbations qu'on peut observer chez les jeunes filles qui ont une scoliose lorsqu'on fait un pas latéral. Donc, un pas latéral, c'est tout simplement soit un pas latéral de côté ou encore en faisant l'initiation de la marche. Quand on initie la marche, on fait un pas devant et sur le côté. On en parlera dans quelques instants, ces aspects-là. Donc, on a étudié d'autres aspects, autres en dynamique cette fois-ci. Et puis, il y a eu plusieurs études qui ont été faites depuis un bon nombre d'années sur la locomotion des scoliotiques. Et là, on a trouvé des asymétries à la marche. Des fois, on n'en a pas trouvé. Des fois, on a trouvé des asymétries au niveau musculaire et des fois, on n'en a pas trouvé. Donc, quand on regarde ceci, on peut voir que la jeune fille scoliotique, ce n'est pas qu'un problème de la colonne vertébrale. C'est multifactoriel et ça touche toujours l'ensemble, si vous voulez,
biomécanique, si vous voulez, orthopédique. Et ça ne se limite pas qu'à la colonne vertébrale, et avec des applications, soit pour le corset, soit pour la chirurgie. Mais, OK, merci. Donc, il faut aller plus bas. Aller voir plus bas. Une chose qu'on a oubliée, c'est le bassin. On commence à peine à examiner ce qui se passe au niveau du bassin. Pourquoi le bassin pourrait être intéressant? Déjà en 1998, Dubousset, donc celui qui a inventé avec Cottrell l'instrumentation chirurgicale, Cottrell-Dubousset, a proposé que le bassin serait une vertèbre. Et quand on regarde le bassin, grosso modo, là, je vous parle, bien, ça ressemble un peu à l'axis, qui est la première vertèbre cervicale. Donc, ce n'est pas tout à fait farfelu de penser que la scoliose, qui est une déviation de la colonne vertébrale, pourrait aussi inclure le bassin. Donc, on commence à faire des recherches au niveau du bassin. Maintenant, en termes d'intervention, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a eu des études qui ont été faites sur la scoliose idiopathique de l'adolescence et la scoliose. Il y en a eu dans les années 70. Il y a des études, dans l'étude de Negrini qui fait, et aussi de Romano, une synthèse de l'effet de l'exercice sur la scoliose. Ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut conclure, et ça peut être dû en partie à des défauts méthodologiques, au nombre de patients utilisés et dans les études, que l'exercice n'est pas un mauvais traitement en soi, mais ça ne fait pas de tort. Mais est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça réduit le risque de progression de la scoliose? On ne sait pas. On pourrait penser aussi que la physiothérapie pourrait être bon. Donc, une étude rétrospective sur ce qui a été fait au niveau de la physiothérapie combinée à un traitement de la scoliose apporte que, oui, c'est bon, mais est-ce que ça va permettre de ralentir la progression de la scoliose? À ce jour, on ne peut pas le dire. Encore une fois, c'est peut-être à cause des études elles-mêmes, mais ce qui en ressort, il n'y a rien d'évident. S'il y avait eu quelque chose de bon, soit par des programmes d'exercice, soit par de la physiothérapie, s'il y avait eu quelque chose de bon, on l'aurait su immédiatement. On aurait pu explorer plus en détail ce qui se passe. Mais pour l'instant, on ne sait pas. La barre est haute quand on parle de scoliose idiopathique de l'adolescence. 85% des patientes se stabilisent d'elles-mêmes, progressent un peu ou même régressent. Quand on parle de traitement chirurgical, on parle de 15% des patientes. Est-ce que ce serait des patientes que, peu importe ce que l'on fait, on les opérerait? Il y a un doute qui existe. Mais une chose qu'on n'a pas encore explorée pour comprendre ce qui se passe chez les scoliotiques, c'est quel est le lien entre la posture, l'équilibre, la proprioception et la locomotion. Tout ça, ça a été étudié, mais ça a été étudié séparément. Et ceci n'entre pas dans un concept qui pourrait être utilisé pour proposer un mécanisme d'évolution et de progression de la scoliose. Donc, je vais vous faire un aperçu des travaux qu'on a faits qui portent sur certains de ces aspects-là. Et donc, on commence avec les aspects posturaux. Et donc, on sait que la déformation de la colonne vertébrale va modifier la posture, la cage thoracique elle est déformée, mais il y a aussi des incidences sur l'ensemble de la posture. Donc, différents appareils qui peuvent être utilisés, un rapporteur d'angle, on a un système d'analyse vidéo, que ce soit pour analyser la marche ou en statique pour la posture. On peut utiliser la topographie de surface pour décrire les aspects posturaux associés à la scoliose. Dans notre cas, on a utilisé un système qui s'appelle Flock of Bird. Et en quoi ça consiste? Ça consiste en un appareil électromagnétique et un pointeur qui nous permet d'identifier, de localiser différents repères anatomiques sur le corps. Donc, on a étudié chez 3 groupes de patients, de sujets, donc 28 filles non scoliotiques comme sujet témoin, 23 filles scoliotiques qu'on a appelées modérées,
c'est-à-dire qu'ils avaient un angle de Cobb de moins de 28 degrés. Et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi 28 degrés. Et un groupe de jeunes filles, également de 23 patientes, qui avaient un angle de Cobb supérieur à 28 degrés. Donc, d'où vient le 28 degrés? C'est qu'on avait 46 patientes. On a classé les patientes par ordre croissant d'angle de Cobb. Et quand on est arrivé à la médiane, on est arrivé à un angle d'à peu près 28 degrés. Donc, c'était 27 et quelque chose. Donc, on avait un groupe de jeunes filles scoliotiques avec un diagnostic de scoliose adolescente, scoliotique idiopathique de l'adolescence, des thoraciques droites en très grande partie. Donc, c'est très important d'identifier le type de courbure. Et le milieu de cette cohorte-là correspond à peu près à ce qu'on s'entend par des scolioses modérées et sévères et qui n'ont pas eu de traitement. Donc, ces jeunes filles-là, on a pris des repères, comme vous pouvez voir ici, au niveau postérieur et au niveau de profil. On peut voir au niveau de l'acromignon, C7, l'épine scapulaire inférieure, et puis la première, le sacrum. Et on a regardé, dans ces trois groupes-là de jeunes filles, qu'est-ce qui se passait au juste. Et donc, les premiers résultats vous montrent pour les trois groupes, donc les couleurs représentent les différents groupes, donc bleu pour les sujets témoins, rouge pour les sujets modérés, scoliotiques modérés, et vert pour les scoliotiques sévères. Et on peut voir qu'au niveau des scapulas, au niveau de l'orientation des scapulas, bien, il y a une différence, mais cette différence-là se trouve entre les jeunes filles non scoliotiques ou scoliotiques modérées. Si on regarde ce qui se passe maintenant entre l'angle qu'on mesure dans le plan sagittal, donc au niveau de C7 et le sacrum, ou l'acromion et le sacrum, ou la scapula, ou l'angle inférieur de la scapula et le sacrum, on peut voir qu'il y a des différences au niveau de C7 et au niveau de la scapula. Les différences à ce niveau-là peuvent être soit entre les jeunes filles non scoliotiques ou avec une scoliose modérée, ou encore, pour certains paramètres, entre les jeunes filles qui ont un angle de Cobb supérieur à 28 degrés et le groupe témoin. Une dernière diapositive au niveau de la posture. On peut regarder au niveau des rotations, parce qu'on sait qu'il y a des déviations posturales dans le plan frontal, on peut en avoir dans le plan sagittal, et on peut en avoir aussi en rotation. Dans un article qu'on a publié en 2002, on parlait des rotations relatives au niveau des épaules et du bassin. Et donc, si on regarde ce qui se passe au niveau de l'angle fait par les acromions et les scapulas, bien, on note qu'il y a des différences, mais ces différences-là sont au niveau des jeunes filles qui ont une scoliose sévère et des jeunes filles qui n'ont pas de scoliose. Si on regarde ce qui se passe au niveau des jeunes filles dont l'angle de Cobb est modéré, souvent ces jeunes filles-là sont entre les deux groupes. Les études qui ont été faites dans le passé habituellement comprenaient un groupe de sujets témoins ou un groupe de sujets scoliotiques, peu importe la sévérité. Qu'est-ce qu'on peut résumer de cette première étude-là? Bien que les scolioses sévères se distinguent des scolioses modérées et que dans l'ensemble, les scolioses modérées ne sont pas tellement différentes des jeunes filles qui n'ont pas de scoliose. Donc, on peut voir que, oui, il y a une progression, mais cette progression-là, elle n'est pas linéaire. Et quand on regarde, et on en parlera tout à l'heure, des corrélations qu'il peut y avoir entre l'angle de Cobb qui indique la sévérité de la scoliose et les paramètres posturaux, on a très peu de corrélation. Bon, après ceci, je fais une petite pause humoristique, si on me permet. Je vous pose une question. Qui est le plus grand détective de tous les temps? Sherlock Holmes. Ça paraît que vous êtes des étudiants âgés. J'ai posé la question à mes jeunes étudiants en première année. Pardon? Et qu'est-ce... Ben, c'est pas pire, mais ça aussi, c'est vieux. Je vous donne un indice. Hey, il y en a qui sont bons. Hein? Tintin. On a parlé de Sherlock Holmes. Est-ce que vous pouvez m'en nommer un autre? Columbo, oui. Mes petites cellules grises. Qui a dit ça, mes petites cellules grises? Ah, vous allez dire, ah oui,
Hercule Poirot, d'Agatha Christie. Bon, je repose ma question. Qui est le plus grand détective de tous les temps? Mieux que Tintin, Hercule Poirot ou Sherlock Holmes. Je vous donne un indice. Il a développé un système de classification et d'identification des criminels à partir des mesures du corps humain. C'est maintenant rendu une science qu'on appelle l'anthropométrie, des mesures corporelles. À partir de 14 mesures corporelles, il pouvait identifier un criminel avec une chance sur 286 millions de se tromper. C'est Alphonse Bertillon. Donc, si on regarde la date de naissance de Bertillon avec Sherlock Holmes. Donc, Sherlock Holmes est né en 1887. Donc, quelques 30 années plus tard que Bertillon. Donc, c'est facile d'imaginer que Conan Doyle, qui est l'inventeur de Sherlock Holmes, s'est inspiré des travaux de Bertillon pour pouvoir arriver à son système de déduction. Et donc, quand vous regardez les films de Sherlock Holmes, on vous dit, ah, c'est un homme qui mesure 1,80 m, 100 kg, à partir de l'empreinte de son pied et comment l'empreinte est enfoncée dans un sol meuble, eh bien, tout ça, ça vient des mesures anthropométriques. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les mesures anthropométriques, mais vite fait, ici, vous avez un Inukshuk qui était le symbole des Jeux olympiques de Vancouver. Et le but, c'est de déterminer la position des centres de masse segmentaires à partir des segments corporels pour en déterminer la position du centre de masse. Le problème, c'est que quand on a affaire à des populations spéciales, donc des enfants, des personnes qui sont lourdes ou corpulentes, ces paramètres ou ces mesures-là ne tiennent pas forcément la route. Vous regardez ici la reine Élisabeth avec une joueur de basket australienne. Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes méthodes pour calculer la position du centre de masse corporelle? Les femmes enceintes. Donc, non seulement que la physiologie, la morphologie est différente, mais elle est changeante à fur et à mesure que la grossesse se poursuit. Et oui, je ne peux pas parler de femmes enceintes, ce serait une remarque sexiste. Il faut dire maintenant personne enceinte, parce qu'il semblerait qu'il y aurait des hommes qui peuvent avoir des enfants. Donc, par ces exemples-là, vous pouvez voir que quand on a affaire à une jeune fille qui est scoliotique, donc qui a une déformation de son tronc, eh bien, on ne peut plus employer les mêmes méthodes conventionnelles pour déterminer certains paramètres biomécaniques. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de déterminer la distance entre le centre de masse corporel, donc ce qu'on appelle le centre de gravité d'une façon qui est fausse, du centre de masse du corps, en relation avec le centre de masse donné par le tronc et la tête. Parce que vous savez, chaque segment a son propre centre de masse. Et ce qu'on est intéressé, c'est de voir quelle est la distance qui sépare ces deux centres de masse-là. Un associé au tronc et l'autre associé au centre de masse du corps dans son ensemble. C'est ce qu'on appelle le COM, Center of Mass Offset. Donc, on a regardé un groupe de 21 jeunes filles scoliotiques qui ont à peu près 11 ans qui avaient des thoraciques droites. Donc, la majorité des études que l'on a faites, c'est les mêmes caractéristiques, donc des thoraciques droites, des jeunes filles sans traitement. Et donc, l'angle de Cobb était inférieur à 30 degrés. Donc, on ne veut pas des angles de Cobb très faibles d'un côté, mais d'un autre côté, on ne veut pas des angles qui indiquent des scolioses très, très, très sévères. Et on a comparé avec un groupe de jeunes filles non scoliotiques, qui ont les mêmes paramètres identiques d'âge, de poids et de taille. Je vais passer rapidement ici, mais comment fait-on pour déterminer les centres de masse segmentaires chez des personnes qui ont des morphologies très différentes, entre autres chez les scoliotiques? Eh bien, on a utilisé ce
qu'on appelle la technique de la planche de réaction. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est tout simplement la personne se tient sur une plateforme de force, déplace un segment corporel, et la variation de la position du centre de masse corporel nous permet d'identifier la contribution de la masse et du centre de masse du segment déplacé. Et on a fait la même chose, donc ça c'est en station debout, en position couchée. Et à partir de ces méthodes-là, on a réussi à déterminer quelle est la position du centre de masse corporel des jeunes filles scoliotiques et non scoliotiques, et de déterminer où se trouve le centre de masse du tronc et de la tête et quelle est la relation entre les deux, qu'on appelle le offset. Et on a fait ça pour avoir le offset antéro-postérieur, mais aussi dans la direction médio-latérale. Donc, voici un tableau, une figure qui est un petit peu compliquée. Donc, ce que ça représente, tous ces points-là, ce sont les sujets. En vert, les sujets témoins. En rouge, les sujets scoliotiques. Et qu'est-ce qu'on a représenté? Bien, on a représenté, sur ce graphique-là, la différence entre la position du centre de masse du tronc par rapport à celui du corps, dans la direction antéro-postérieure, donc de gauche à droite, et médio-latérale. Et donc, comme on avait 2 valeurs par patient ou sujet, bien, on a pu les replacer sur ce quadrillé de manière à pouvoir représenter leur position de chacun des patients. Et ce qu'on peut noter, donc, le point que vous voyez là, que c'est un point que j'ai ajouté, représenterait ce offset-là si le centre de masse du tronc était superposé à celui du centre de masse corporel. Donc, 0. 0 en antéro-postérieur, 0 en médio-latéral. Et ce que l'on note chez les jeunes filles non scoliotiques, c'est que cette distance-là est positive, c'est-à-dire que le centre de masse d'une jeune fille non scoliotique du tronc est devant le centre de masse, son centre de masse corporel. Et en moyenne, on obtient à peu près 11 mm. Donc, le centre de masse du tronc est 11 mm à peu près devant le centre de masse corporel des jeunes filles non scoliotiques. Et quand on regarde ce qui se passe chez les jeunes filles scoliotiques, eh bien, qu'est-ce qu'on observe? C'est que le centre de masse moyen, ce offset-là moyen, est négatif. Donc, en d'autres mots, le centre de masse du tronc est à l'arrière du centre de masse corporel, à l'inverse des sujets non scoliotiques. Et cette distance-là est de 17 mm. Bien entendu, c'est significatif. Comment peut-on interpréter ça? Bien, si on prend une jeune fille qui est, on va dire, non scoliotique, on regarde les paramètres posturaux qu'on a mesurés tout à l'heure, eh bien, on peut voir qu'au niveau de la colonne vertébrale, cet angle-là qui est reproduit entre S1 et puis soit les scapulas ou soit l'acromion, eh bien, le centre de masse corporel est antérieur au centre de masse segmentaire du tronc est antérieur au centre de masse corporel. Et chez les jeunes filles scoliotiques, qui ont un bassin souvent plus incliné vers l'avant, qui entraîne une déviation de la colonne ou un débalancement de la colonne dans le plan sagittal, eh bien, ce centre de masse-là, corporel, pas corporel, mais du tronc, est déplacé vers l'arrière comparativement aux jeunes filles non scoliotiques. On va revenir à ceci tout à l'heure avec le lien avec l'équilibre. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les paramètres d'équilibre, comment on les mesure, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, vous avez ici une patiente qui se tient debout sur une plateforme de force qui mesure naturellement les forces et les moments au point d'appui. On peut calculer la position du centre de pression. Donc, ce que vous avez ici mesuré par la plateforme de force représente un spaghetti. Et on peut mesurer la valeur moyenne de ce spaghetti-là qui représente le centre de pression moyen. Et donc, ici, vous avez une représentation de ce centre de pression-là pour une personne qui se tient debout et sans bouger. Et donc, on peut mesurer la valeur moyenne. Donc, vous avez ici le centre de pression moyen. On peut mesurer où se trouve le centre de pression dans la direction médio-latérale ou encore dans la direction antéro-postérieure. Donc, on peut localiser le centre de pression moyen, et ce centre de pression moyen-là représente la position du centre de masse corporel. On peut mesurer des amplitudes, donc dans la direction médio-latérale ou encore antéro-postérieure. Et ça va nous donner une indication de la variabilité, comment la patiente va maintenir son équilibre et comment elle va rechercher
de rétablir son équilibre. Et on peut mesurer la vitesse de ce déplacement de ce centre de pression-là, qui représente, si vous voulez, le contrôle ou l'apport neuromusculaire. Donc, d'une part, on peut mesurer la qualité de son équilibre par l'amplitude, et la vitesse du centre de pression nous indique le contrôle musculaire nécessaire à maintenir l'équilibre. Et dernier paramètre, celui de la surface d'oscillation. Donc, plus que cette surface d'oscillation, plus ce spaghetti est important, plus on est dans un état de déséquilibre. Donc, vous avez un exemple ici, celui que j'avais tout à l'heure pour une jeune fille non scoliotique, et en rouge, une jeune fille qui a une scoliose. Donc, vous voyez les paramètres, les centres de pression sont plus à l'arrière, on voit que la surface est beaucoup plus importante, donc on voit qu'il y a une perturbation au niveau de l'équilibre. Si on regarde ce qui se passe chez les scoliotiques et les non scoliotiques en termes d'amplitude, on peut voir qu'il y a des différences significatives dans les directions antéro-postérieures et médio-latérales au niveau des amplitudes. Donc, au niveau de la gestion de l'équilibre, ils ont besoin d'osciller beaucoup plus que les jeunes filles non scoliotiques. Même chose avec la vitesse. On retrouve des différences significatives dans les directions antéro-postérieures et médio-latérales. C'est-à-dire que c'est bien beau qu'ils se déplacent à gauche, droit, avant, arrière, mais la part musculaire, ils ont besoin de faire tout ça rapidement parce qu'ils se sentent en déséquilibre. Encore une fois, il faut faire attention, ce n'est pas des jeunes filles qui vont chuter sans provocation, c'est quand même des jeunes filles qui ont un bon équilibre, mais comparativement à des jeunes filles du même groupe d'âge, leur équilibre est légèrement plus précaire. Donc, fait saillant, position du centre de pression est déplacée vers l'arrière. On voit qu'il y a une prédisposition au développement d'un déséquilibre au niveau de la gestion de la posture. Pardon? Comme dirait le comédien, on a vu André Sauvé a dit, le corps humain, c'est une merveille. On a fait des études chez des jeunes filles non scoliotiques où on leur a demandé de mettre les bras vers l'avant, de déplacer le tronc vers l'avant, de se tenir plus sur les talons. Et on a regardé ce qui se passait au centre de pression. Rien du tout. Chez les jeunes filles qui n'ont pas de scoliose, ils vont gérer leur équilibre pour maintenir leur centre de pression à peu près au même mouvement, en d'autres, au même endroit. Donc, il peut y avoir cette gestion-là chez les patients dont vous parlez qui ont des kyphoses, mais je ne pourrais pas répondre directement à votre question, mais ce qui serait intéressant de voir, c'est quelle est la position du centre de masse corporelle en relation avec leur centre de masse du tronc. Et s'il y a une différence, un décalage soit vers l'avant ou vers l'arrière, ça représenterait un apport musculaire plus important, donc des problèmes peut-être de maux de dos, maux d'épaule, et ainsi de suite, même si leur centre de masse corporelle n'aura pas tellement changé en termes de position, mais c'est cet alignement-là entre les deux centres de masse qui devrait être géré. Donc, on parle d'applications possibles, on n'est pas allé dans les applications des recherches qu'on a faites, mais c'est ces informations-là qui pourraient être utiles dans un traitement soit d'une kyphose ou soit d'une scoliose, c'est de voir comment on peut gérer cette position-là qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas attiré l'attention de personne. On a regardé, et ça revient peut-être un peu à votre question, donc peut-être que j'aurais dû présenter la diapo avant de vous répondre par anticipation. Ce que vous avez ici, c'est ce fameux décalage entre les deux centres de masse, segmentaire du tronc et du centre de masse corporel, et la corrélation avec l'angle de Cobb. Et donc, on peut voir chez les jeunes filles non scoliotiques que les coefficients de corrélation sont, d'une part, non significatifs et d'autre part, très, très faibles. Et quand on regarde ce qui se passe chez les scoliotiques, on trouve des corrélations qui sont significatives. En d'autres mots, le fait que la jeune fille a tendance à décaler son centre de masse vers l'arrière, c'est associé à la progression de la scoliose. Donc, ce qui est important aussi, c'est de voir la nature des corrélations. On retrouve, si on fait des études de corrélation,
des coefficients de corrélation qui peuvent monter jusqu'à 0,9 si on fait une relation entre l'angle de Cobb et la posture. Eh bien, moi, je trouve ça décevant. Vous savez ce que c'est une corrélation d'un R de 0,9, ça vous dit quelque chose? C'est très bon, mais on est en train d'associer des paramètres qui devraient corréler à 1. Si vous avez une déviation de la colonne vertébrale, qu'on appelle la scoliose, mesurée par l'angle de Cobb, bien, ça devrait refléter à 100 le changement de posture. Pas à 90, pas à 80 On mesure deux choses identiques. Et donc, la corrélation devrait être 100 Or, ici, on mesure deux choses qui sont indépendantes. On devrait faire des corrélations entre des paramètres indépendants. Comment la gestion du centre de masse corporelle et centre de masse du tronc est gérée par rapport à l'angle de Cobb? Eh bien, deux paramètres indépendants qui sont fortement corrélés. Et en plus, quand on regarde ces paramètres-là, ces corrélations-là, elles sont relativement élevées par rapport aux autres corrélations qu'on a pu faire. Un autre aspect qui est important, est-ce que vous avez eu des cours sur l'équilibre, la posture, ça vous dit quelque chose ou je vous parle un petit peu? Ça ne vous dit rien? C'est moyen? Au niveau de la gestion de l'équilibre, il y a des stratégies. Il y a la stratégie qu'on appelle la stratégie cheville. Qu'est-ce que c'est au juste la stratégie cheville? C'est qu'on a nos chevilles et en haut, on se déplace vers l'avant et vers l'arrière. Et donc, si on a des déviations au niveau de l'équilibre, quand on mesure l'amplitude antéro-postérieure, si elle est plus importante que chez un groupe non pathologique, eh bien, vous utilisez une stratégie cheville pour maintenir votre équilibre. Vous avez aussi, la stratégie cheville, donc, pour vous l'expliquer un petit peu en quoi ça consiste, vous avez le centre de masse corporelle, vous avez les chevilles, vous avez votre poids, bien entendu, donc un petit cours de biomécanique, vous avez les forces de réaction au sol, et quand vous vous penchez vers l'avant, mais avant de vous pencher vers l'avant, si votre centre de masse est au-dessus du centre de pression mesuré par la plateforme de force, c'est comme si vous étiez un objet immobile, un peu comme un livre sur une table. Si vous vous déplacez vers l'avant, votre centre de masse est déplacé antérieurement, vous allez avoir un moment qui va vous entraîner vers l'avant et votre centre de pression va être déplacé devant votre centre de masse dans le but de créer un moment dans la direction opposée pour vous redonner l'équilibre. Et donc, quand vous vous tenez debout, en exagérant, si vous vous penchez vers l'avant, à un moment donné, vous allez travailler, vos muscles vont travailler de manière à vous déporter vers l'arrière. Et de même, une fois que vous êtes en arrière, eh bien, les forces de réaction au sol vont être encore plus en arrière pour créer un moment compensatoire pour vous ramener vers l'avant. Et donc, c'est ce qu'on appelle cette oscillation-là avant-arrière, la stratégie cheville. Il y a la stratégie hanche qui est caractérisée par un déplacement des oscillations gauche-droite. Donc, c'est un petit peu comme si vous tenez sur vos pieds, mais vous vous balancez de gauche à droite. Et donc, on dirait que ça ne viendra pas des chevilles, mais ça viendrait au niveau des hanches. Donc, ce qui est intéressant par ces stratégies-là, même si elles sont un petit peu simplistes, c'est qu'elles expliquent l'équilibre autour de deux axes. Un axe médiolatéral pour la hanche et un axe antéro-postérieur pour les chevilles. Mais on vit dans un espace tridimensionnel. Il manque un axe. Merci beaucoup. Et donc, il y a des études qu'on a faites, qu'on a réalisées chez des personnes qui se tenaient debout sur un seul pied pour avoir un équilibre plus précaire, qu'on a mesuré avec une plateforme de force qui mesure des forces et les moments. Si on regarde ce qui se passe, c'est qu'on mesure 3 moments et 3 forces. 2 des 3 moments servent à calculer les centres de pression. Le 3e moment, c'est le moment libre. C'est le moment qui agit au niveau de la base de support, podale, et qui contrôle les mouvements de rotation autour de l'axe vertical. Et donc, si on peut résumer un petit peu ces stratégies-là que l'on propose, on connaît la stratégie hanche avec une oscillation gauche-droite, la stratégie cheville qui représente un déplacement avant-arrière, et ce que nous, on propose,
c'est qu'en plus, sur un troisième axe, sur l'axe vertical, il y aurait une stratégie de contrôle de l'équilibre dans le plan horizontal. Et en fait, ce qu'on devrait regarder, ce n'est pas trois stratégies, mais une seule stratégie, et les trois fonctionnent en même temps pour maintenir notre équilibre. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a regardé, chez des jeunes filles non scoliotiques et scoliotiques, quelle est la contribution de ce moment libre au maintien de l'équilibre. Et donc, on peut voir, tant au niveau des valeurs RMS, parce qu'on a regardé le moment qui est calculé sur 60 secondes, donc on a une courbe, si vous voulez, qui est très oscillante. On a regardé sa valeur moyenne et aussi son amplitude. Et on voit que les jeunes filles scoliotiques ont une gestion de l'équilibre qui est aussi en rotation. Donc, non seulement en avant, arrière, gauche, droite, mais cherchent à maintenir leur équilibre par un mouvement de rotation. Donc, tout ça nous porte à croire qu'il n'y a pas que deux stratégies d'équilibre, il y a aussi une stratégie autour de l'axe vertical, et on propose qu'il y aurait une stratégie de contrôle asymétrique de l'équilibre chez les jeunes filles qui sont scoliotiques. On est encore loin de l'angle de Cobb et de la déviation de la colonne vertébrale. Et donc, ceci relie un peu les aspects biomécaniques et neurologiques. Je vais accélérer un petit peu là, parce que je pense que je suis un peu en retard. Non? OK. Puis je ne veux pas trop vous retarder non plus. On a parlé de morphologie, de morphotype. Mais quel est le lien entre la morphotype et la scoliose et l'équilibre? Donc, on a fait deux études chez des jeunes filles non scoliotiques et des jeunes filles scoliotiques. Et on s'intéressait justement à la gestion de ce centre de masse-là en fonction de la morphologie des jeunes filles. Leblanc avait déjà identifié que les jeunes filles qui étaient grandes et élancées étaient plus à risque de développer des scolioses. Donc, on s'est intéressé au morphotype. Donc, on a notre population ici qu'on a voulu étudier sous une nomenclature donnée par Carter qui caractérise le corps humain en trois caractéristiques. Il y a la partie endomorphique qui représente un petit peu la masse de gras. Donc, si vous voulez la masse graisseuse, donc si vous voulez le tissu adipeux. Donc, on mesure ceci en grande partie par des plis cutanés. On a regardé aussi, parce qu'on peut être assez costaud, donc peut-être un peu développé, mais pas dû à des masses adipeuses, mais dû à des muscles. Donc, l'aspect musculaire qui est donné par des diamètres et des circonférences osseuses. Donc, si quelqu'un vous dit que vous êtes un peu en bon point, vous dites tout simplement que vous avez des gros os. Donc, ça peut couvrir une partie. Et, bien entendu, il y a un aspect de linéarité qu'on appelle l'ectomorphie, qui est la relation, grosso modo, taille-poids. Et à partir de ces trois paramètres-là, on peut caractériser la morphologie d'une personne. Donc, par exemple, on a trois types ici typiques, endomorphiques, mésomorphiques et ectomorphiques. Et chacun de ces caractéristiques-là se retrouve dans trois caractéristiques. Chacun d'entre nous avons les trois caractéristiques, mésomorphiques, endomorphiques et ectomorphiques, en différentes proportions. Donc, si vous regardez ce qui se passe ici, vous avez ces trois caractéristiques-là qui représentent une seule personne. Mais si on regardait cette jeune fille-là, on pourrait dire qu'elle est ectomorphique parce que sa composante ectomorphique est plus importante que les deux autres. Donc, des exemples d'endomorphie pure. Donc, vous avez celui-ci. L'exemple typique de mésomorphique et une très triste et célèbre histoire, celle d'Isabelle Carreau, qui est un mannequin, qui est décédée, je pense, à l'âge de 20 ans, 25 ans, quelque chose comme ça, et qui est représentatif de l'ectomorphie. Donc, vous pouvez dire que ces trois types de personnes-là représentent une catégorie de morphotypes. Mais, dans la vie de tous les jours, on peut trouver des ecto-endomorphes. Donc, ecto-endomorphe, c'est parce que cette personne-là fait de l'endomorphie, mais avec une composante ectomorphique. Ou encore, méso-ectomorphe. Donc, vous avez reconnu des personnes qui sont assez corpulentes, mais musclées. Donc, ce n'est pas forcément de l'endomorphie, mais c'est de la mésomorphie.
ou encore de la méso-endomorphie, donc être musclé et avoir un peu de poids. Donc, notre étude portait sur quel est l'effet du somatotype, j'ai oublié le O là, ici, sur l'équilibre chez les hommes et les femmes. Ce n'est pas notre étude, c'est faite par Isabelle Farranc de l'Université de Savoie avec un collaborateur. Et on l'a fait aussi chez un groupe de jeunes filles non scoliotiques. Donc, il y a un lien. On voit qu'il y a des différences au niveau de l'équilibre chez des jeunes filles et aussi au niveau des jambes. Donc, ce que vous pouvez observer, c'est que les hommes ont tendance à être plus instables en termes d'équilibre postural que les femmes. Et chez les jeunes filles, ce qu'on a noté chez les jeunes filles non scoliotiques, c'est que les jeunes filles qui sont ectomorphes ont tendance d'avoir plus d'instabilité. Pourquoi? Parce que si vous êtes ectomorphe, votre centre de masse est beaucoup plus élevé dans votre tronc que si vous étiez soit endomorphe ou mésomorphe. On a étudié, maintenant, ça c'était chez les jeunes filles sans scoliose, mais si on regarde chez les filles qui ont des scolioses, donc 38 d'entre elles avaient une scoliose de notre groupe de 74 jeunes filles, et on avait un groupe de jeunes filles témoins de 36 sujets. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on les a séparés, notre groupe, les scoliotiques et les non scoliotiques, en fonction de leurs caractéristiques dominantes. Donc, d'un côté, on a mis les jeunes filles ectomorphes et on les a séparées des mésomorphes et des ectomorphes. Et si vous regardez ce qu'on a ici, on a à peu près le même nombre de sujets dans chacun des groupes, donc témoins et scoliotiques, sauf avec un peu moins de sujets mésomorphiques chez des jeunes filles, ce qui est normal. On ne s'attend pas à avoir des jeunes filles très musclées, très fortes, mais on avait quand même des groupes qui étaient quand même représentatifs, que ce soit scoliotique ou témoin. Et qu'est-ce qu'on a observé? Bien, chez les jeunes filles qui sont ectomorphes, leur centre de masse est déplacé vers l'arrière. Donc, ces jeunes filles qui sont grandes, élancées et qui ont une scoliose ont tendance à se tenir sur leurs talons plus que les jeunes filles qui n'ont pas de scoliose. Ceci leur donne une attitude hyposyphotique et qui pourra entraîner le début de la scoliose. Donc, ça pourrait être associé à ça. Chez les jeunes filles qui sont mésomorphiques, bien, on a noté que leur équilibre, ils étaient plus stables que les jeunes filles qui n'avaient pas de scoliose. Donc ça, c'est surprenant parce qu'on a tendance à croire que les jeunes filles qui ont une scoliose vont être plus instables, mais les jeunes filles qui ont une déviation de la colonne vertébrale étaient plus stables que les jeunes filles mésomorphiques non scoliotiques. Donc on a associé ça un petit peu au fait que la déviation de la colonne vertébrale avait tendance de stabiliser leur équilibre. Et les jeunes filles endomorphiques, qui représentaient une certaine instabilité, étaient beaucoup plus grandes que chez les jeunes filles qui étaient non scoliotiques. Donc, ectomorphique, plus sur les talons, mésomorphique, plus de stabilité que les jeunes filles témoins, et endomorphique, c'est celle qui oscille le plus. Pas latéral, locomotion. Qu'est-ce qui se passe au juste? Donc, Mme Brunel de Marseille a rapporté 3 études. C'est les 3 seules qui existent sur l'initiation de la marche, ou les 3 premières, l'initiation de la marche et le pas latéral chez les scoliotiques, avec une vingtaine de jeunes filles, dont 10 qui étaient scoliotiques, avec un angle. Là, on rapporte un angle de Cobb de plus de 18 degrés, mais on ne sait pas quelle est la valeur maximale, mais toujours sans traitement. Qu'est-ce qu'on a noté? Asymétrie et grande variabilité à l'initiation de la marche. Donc, le déséquilibre qu'on a noté au niveau postural, au niveau statique, on l'observe aussi à l'initiation du pas, que ce soit à l'initiation de la marche avec un déplacement latéral et antérieur, ou encore avec un déplacement latéral uniquement. Et le moment libre, dont je vous parlais, a été rapporté comme étant aussi perturbé chez les scoliotiques en mouvement. Si on regarde ce qui se passe au niveau de la marche, là, ça devient plus compliqué
Parce que quand on étudie la posture, c'est une photo. Quand on étudie l'équilibre, ça bouge, mais pas beaucoup. Mais quand on marche, tout bouge. Et donc, on a des résultats qui sont très variés. Giacas, en 1996, et Hoff ont noté des asymétries à la marche, au niveau des forces, au niveau des moments. Chiaz, dans la même époque, eux, ne rapportent aucune différence entre les jeunes filles scoliotiques et non scoliotiques. Ça peut être encore dû au type de scoliose, ça peut être dû aussi à la nature, à la gravité de la scoliose. D'autres études qui ont été faites, Clockingham, asymétrie à la marche. Donc, il semble y avoir un consensus qu'il y a des perturbations à la marche. Certains rapportent dit tout simplement, parce que c'est des études qui disent, oui, on observe des perturbations à la marche, c'est dû à la scoliose. OK, on va leur donner ça. Une autre étude de Kramer, asymétrie horizontale. Donc, ça devient intéressant. Asymétrie horizontale. Avant, on parlait des asymétries au niveau des forces, au niveau des puissances musculaires, au niveau de l'activité électromyographique. Là, on dit maintenant que ça peut être associé aux rotations du bassin. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, on a souvent tendance à oublier le bassin lorsqu'on parle de scoliose. Bien, on commence à l'intégrer dans nos études. Et puis, un petit peu plus tard, là, on dit le contraire, le bassin n'est pas impliqué. Donc, beaucoup de controverses. Qu'est-ce qui se passe en termes de perturbation durant la marche? Mais regardons ce bassin-là. Donc, chez 74 filles, 28 filles non scoliotiques, les 23 qu'on avait, le groupe de 23 de scoliose modérée et des scolioses sévères de plus de 28 degrés, toujours sans traitement. On a regardé les différents paramètres morphologiques du bassin. Donc, on a les épines iliaques qu'on a regardées et on a étudié ça chez ces trois groupes de patientes-là. On a un gros problème quand on fait ces genres d'études-là. Il y a des études qui ont été rapportées depuis plusieurs années sur la morphologie du bassin chez les scoliotiques. C'est des études qui ont été faites à partir de radiographie. Et souvent, on va rapporter que des données qui proviennent des projections du bassin dans l'espace. Or, celle-ci est en 3 dimensions, et donc on peut départager ce qui se passe dans chacun des plans à partir de mesures uniques. L'autre problème que l'on a, c'est que est-ce que les obliquités pelviennes qu'on observe, est-ce qu'ils sont dus à des obliquités pelviennes ou à de la distorsion? Est-ce que le bassin se déforme? Si le bassin se déforme, et ça, on a des preuves pour le montrer, eh bien, à ce moment-là, vous allez mesurer des angles qui vont indiquer que le bassin est incliné vers la droite ou incliné vers la gauche, qui est en rotation antérieure ou qui est en torsion. Et ça ne reflète pas l'orientation du bassin dans l'espace, mais ça reflète tout simplement une morphologie déformée du bassin. Donc, nos jeunes filles, et souvent ces études-là sont faites chez des jeunes filles où la scoliose est très avancée, donc il y a déjà une déformation du bassin. Nos jeunes filles étaient divisées en un groupe modéré, de scoliose modérée et avancée, et on a regardé au niveau du bassin, en termes d'orientation, qu'est-ce qui se passait. Eh bien, tout ceci, c'est pour vous montrer qu'on n'a pas noté de différence au niveau de l'orientation du bassin, que ce soit au niveau des sujets témoins, des scolioses modérées ou des scolioses sévères. Donc, si on note des différences au niveau morphologique, ça va être associé à de la distorsion, à la déformation du bassin. Vous avez en haut le bassin des sujets témoins, en bas des jeunes filles avec une scoliose modérée. Et quand on compare ces deux groupes-là, on peut voir que sur le côté le côté gauche, le bassin des jeunes filles est déformé, est légèrement plus petit en profondeur que chez les jeunes filles non scoliotiques. Quand on regarde ce qui se passe chez les jeunes filles avec une déformation sévère de la colonne vertébrale, on peut voir qu'au niveau des crêtes iliaques supérieures, il y a une déformation où on va trouver une plus grande différence au niveau de la hauteur des crêtes iliaques. Donc, on voit que chez les jeunes filles avec une scoliose modérée,
il y a des différences par rapport à des jeunes filles non scoliotiques en termes de morphologie du bassin. On peut regarder aussi chez les jeunes filles qui ont une scoliose avancée et on note aussi des différences par rapport au groupe témoin. Et quand on compare le bassin des jeunes filles qui ont une scoliose modérée, donc qui ont déjà un bassin avec des déformations par rapport à des filles non scoliotiques, par rapport à des jeunes filles dont la scoliose est importante, ce que l'on note, c'est que le bassin, le hémibassin gauche, est plus allongé, est plus large, et du côté droit, le bassin est plus allongé. Donc, il y a une déformation du bassin dans deux directions. Pas vers le haut, on a mesuré les hauteurs, il n'y a pas de différence au niveau des hauteurs, mais dans le plan horizontal, on va voir que le bassin des jeunes filles qui ont une scoliose sévère est plus profond du côté gauche et plus long du côté médiolatéral que des jeunes filles non scoliotiques. Donc ça devient drôlement important parce qu'on a une déformation du bassin et est-ce que cette déformation-là est associée à la scoliose? Et si on fait un coefficient de corrélation entre la distorsion du bassin du côté droit par rapport à l'angle de Cobb, on trouve un coefficient de corrélation significatif à 0,6. Ce n'est pas très élevé, c'est un coefficient de corrélation modéré, mais ça nous indique quand même que deux autres phénomènes, on a parlé au niveau de l'équilibre, la gestion du centre de masse du tronc et du centre de masse corporel. Maintenant, on parle de la déformation du bassin, c'est associé à l'angle de Cobb. D'où ça peut venir? Peut-être que vous allez avoir plus d'idées que moi. C'est des suggestions que je propose. Est-ce que cette déformation qui est plus sévère avec le degré de la progression de la scoliose, il y a peu de différences au niveau de l'orientation, mais on retrouve des différences au niveau de distorsion en termes morphologiques. Est-ce que c'est dû encore à la rotation? Il faut dire que les mesures qu'on a prises sont des mesures qu'on a prises à partir de la morphologie du bassin, à partir des repères anatomiques. En ce moment, on a une étude radiologique tridimensionnelle du bassin chez un groupe de jeunes filles qu'on a suivi sur 2 ans pour essayer de démontrer est-ce qu'il y a de la rotation ou de la distorsion au niveau du bassin. Est-ce que ça peut être dû au niveau des articulations du bassin? On parle de l'articulation sacro-iliaque et vous savez comment c'est une articulation importante. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui se produirait là, qui pourrait créer une déformation au niveau du bassin? On sait que l'acétabulum, on parlait de l'antéversion fémorale, on sait que l'acétabulum est formé de 3 os, et donc on a un cartilage triradié. Est-ce qu'il y aurait une croissance asymétrique à ce niveau-là qui se reflèterait au niveau des parties de l'os coxal et qui entraînait des problèmes au niveau des hanches? On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que ça serait ça? C'est ce qu'on est en train de regarder en ce moment. On sait qu'il y a une croissance anormale chez les scoliotiques. Au niveau des vertèbres, ça a été rapporté, au niveau des membres supérieurs aussi, au niveau du visage. Donc, il peut y avoir des croissances asymétriques qui ont été observées. Est-ce que la même chose se produirait au niveau du bassin? C'est ce que nous, on pense. C'est notre prémisse. Donc, la question qu'on se pose, et c'est la conclusion de cette présentation-là, est-ce que c'est possible que les distorsions pelviennes soient associées à des modifications posturales et qui amèneraient des perturbations au niveau de l'équilibre, au niveau de la locomotion? Comment ça pourrait se produire? Comment on pourrait envisager ça pour passer d'une colonne non scoliotique vers une colonne scoliotique? On parle, dans un premier temps, est-ce que, contrairement à ce que pensait notre ami Burwell, que le problème viendrait de la colonne vertébrale et qui impliquerait le bassin, est-ce que ça ne viendrait pas tout simplement du bassin? Est-ce que c'est là que la scoliose commencerait? On l'observe au niveau de la colonne vertébrale et on dit que c'est au niveau de la colonne vertébrale. Oui. Pourquoi? Parce qu'on étudiait la colonne vertébrale. Mais si on étudiait autre chose, peut-être qu'on trouverait autre chose. Et ce que nous, on propose, est-ce que c'est possible? On sait qu'au niveau du bassin gauche, il est plus profond chez les scoliotiques à fur et à mesure qu'ils deviennent
la scoliose progresse, le bassin droit devient plus large et ceci créerait un genre de torsion au niveau du bassin. Qu'est-ce qui arriverait? Donc, cette croissance anormale du bassin, donc on a rapporté en 2012, est-ce que ça entraînerait un réalignement postural? Donc, déformation du bassin, et à fur et à mesure que ce bassin se déforme, la jeune fille scoliotique commence à retrouver son équilibre postural. Ça veut dire que son centre de masse du tronc se déplace progressivement, latéralement, avec la courbure. Donc, on entraîne une courbure scoliotique, et ceci se déplace vers l'arrière. Donc, c'est ce qu'on a rapporté au niveau du offset entre le centre de masse du tronc et celui du centre de masse corporel. Et ceci, bien entendu, va se refléter au niveau d'une posture modifiée. Qu'est-ce qui arrivera au juste? Eh bien, si on modifie la posture, si notre centre de masse se déplace vers l'arrière, bien, tenez-vous sur vos pieds, là, pas maintenant, mais tout à l'heure, tenez-vous sur vos talons et vous allez voir que vous allez avoir une gestion de l'équilibre qui est plus difficile à faire que si vous tenez votre centre de masse plus près entre vos pieds. Donc, est-ce que ce déplacement-là, et donc tu mentionnais chez les symphotiques, ça peut être la même chose, est-ce que cette translation vers l'arrière du centre de masse corporel par rapport au centre de masse du tronc par rapport au centre de masse corporel entraîne ou explique le déséquilibre que l'on obtient au niveau de la posture et de la gestion de la posture? Et à ce moment-là, si vous déplacez votre centre de masse du tronc vers l'arrière, votre centre de masse corporel va être déplacé aussi, mais non seulement que vous allez avoir plus d'instabilité en médiolatéral et peut-être en antéro-postérieur, mais vous allez vouloir aussi contrôler cette instabilité-là par des mouvements de rotation. Donc, ceci pourrait expliquer l'augmentation du moment libre observé par Dallo en 2011. Et si vous vous tenez sur vos talons comme ça et vous marchez, eh bien, vous allez noter des difficultés ou des perturbations au niveau de l'initiation de la marche ou de la locomotion. Je n'en ai pas parlé, ça serait peut-être un autre conférencier, Martin Simoneau, qui étudie la scoliose et qui est spécialiste des aspects contrôle moteur chez les scoliotiques. Et avec lui, on a produit quelques études sur les aspects de la gestion de l'équilibre chez les scoliotiques. Et on sait qu'ils ont un mécanisme sensoriel perturbé. Et si ça se concrétise de cette façon-là, bien tout ça viendrait aggraver justement ce contrôle ou ce réalignement postural et on tomberait dans une boucle. Et donc, à fur et à mesure que notre bassin se déforme, la scoliose progresse, le déséquilibre augmente, notre proprioception est perturbée, eh bien, ça pourrait peut-être entraîner cette évolution de la scoliose. Donc, pour terminer, vous connaissez Uncle Sam? Qu'est-ce qu'il dit, Uncle Sam? Pardon? Il aurait pu dire ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Exactement. I want you. Donc, ça, c'est une affiche qui a été adaptée d'une affiche de 1917. Donc, pour recruter des soldats américains aux États-Unis. Et I want you pour que vous puissiez nous aider. Donc, j'apprécie votre présence et je suis libre pour répondre à vos questions.